Je dirais d'abord pour vous souhaiter mes meilleurs vœux de l'an 2024. Nous disons merci Dieu qui nous a donné la santé, la possibilité de trouver 2024. Que Dieu continue encore de nous protéger. Voilà. Ok. Ali Bamba, salut à toi. Sanogo Kader. Demandez Namori, mon cousin, salut à toi depuis ta position. Voilà. Chers frères et sœurs, voilà. On ne va pas faire le bilan complet de 2023. On va plutôt se concentrer sur 2024. Parce que, vous savez, il est difficile de faire le bilan de 2023 avec le président. Parce que de toutes les façons, si on doit se mettre là aujourd'hui à rémunérer tout ce qui a été fait en 2023 en Côte d'Ivoire, on va faire des heures et des heures ici. Tout ce qu'on peut dire, c'est de faire en sorte que Dieu nous donne encore la possibilité de continuer sur cette marche pour le développement de la Côte d'Ivoire, les infrastructures. La Coupe d'Afrique, c'est dans quelques jours. On n'a pas besoin aujourd'hui de dire à un Ivoirien, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la Coupe d'Afrique? On n'a pas besoin de dire aujourd'hui à un Africain que la Coupe d'Afrique qui sera organisée en Côte d'Ivoire dans quelques jours est la meilleure CAN que l'Afrique n'ait jamais connue. On n'a pas besoin de vous le dire. Parce que aujourd'hui, quand tu t'assois, on n'a jamais vu autant de motivation autour d'une CAN comme ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Quand tu prends aujourd'hui tous ces artistes-là aujourd'hui qui sortent en Côte d'Ivoire, tous ces artistes aujourd'hui qui sortent au Cameroun, presque dans tous les pays, tout le monde en parle. Ça veut dire que quelque part, la Côte d'Ivoire aujourd'hui représente un espoir pour l'Afrique. Voilà. Salut à toi ma fille, Mariam Sori Touré. Bonne heureuse année à toi, merci. Mohamed Lamine Sogodogo, salut à toi. Dawo Ahmed le transitaire, salut à toi mon fiston. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Voilà. Donc, ce que je vais vous demander ici, chers frères et sœurs, vous savez, en 2024, sinon 2023, pardonnez, il y a eu l'organisation des élections municipales, régionales et même sénatoriales aussi en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens ont été clairs et ont donné leur verdict à tout ce que le président Ouattara est en train de faire dans le pays. Chers frères et sœurs, on ne va pas se retourner sur tout ça. Mais la seule chose qu'on puisse dire, c'est que prions pour le président Ouattara afin que Dieu lui donne longue vie pour qu'il continue encore dans ses œuvres. Voilà, parce que c'est important. Voilà. Excusez-moi. Ok. Chers frères et sœurs, on a vu les opposants sauter ici et là. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que quand on parle du président Ouattara, on parle d'un fort de classe. Quand on parle du président Ouattara, on parle de quelqu'un qui a redonné la dignité à la Côte d'Ivoire, redonné la dignité aux Ivoiriens. Quand on regarde aujourd'hui, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas besoin de tourner autour du pot pour comprendre que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est sur notre planète. On n'a pas besoin de le dire. Donc, nous, militants du RHDP, qu'est-ce qui nous attend en 2024? Ce que l'Ivoirien attend du militant du RHDP en 2024, sauter ici et là. Ce que les Ivoiriens attendent en réalité des Ivoiriens, surtout des militants du RHDP, ce n'est pas qu'on perde le temps à parler de certaines personnes. Nous avons un objectif clair.
Et le président Ouattara est en train de nous mettre sur les rails. Ce que nous, militants du RHDP, nous avions fait, c'est d'accompagner les actions du président Ouattara et surtout du RHDP. Parce que les gens parlent, les gens parlent, les gens parlent. Mais la vraie réalité se vit sur le terrain. La vraie réalité aujourd'hui, les Ivoiriens sont en train de... On n'a pas besoin... Ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de rencontrer ça à qui que ce soit. Les gens voient ce qui se passe. Ce qui est en train d'être réalisé dans le pays. Nous, militants du RHDP, qu'est-ce que nous devons faire en 2024? C'est de laisser ces personnes-là parler et nous concentrer sur ce que le président Ouattara est en train de faire dans le pays. 2024 n'est pas encore arrivé quelque part. Ça dit, on n'a pas encore arrivé quelque part. Le tunnel d'Abobo a été inauguré. Dans quelques semaines, une partie de la Côte d'Ivoire qui a été ignorée pendant des années et des années, le Woroba. Et surtout, je vais parler en particulier du Bafing. Chers frères et sœurs, dans quelques semaines, nous allons inaugurer les bitumes dans la région du Bafing. Ce pourquoi nos arrière-parents hier ont prié. On veillait des nuits et des nuits en train de demander pardon afin que arrive à la tête de la Côte d'Ivoire quelqu'un qui puisse regarder l'intérieur du Bafing. Aujourd'hui, c'est chose faite. Ce qui semblait être irréalisable aujourd'hui est en train d'être réalisé. Ce que peut-être même les Ivoiriens n'auraient pas imaginé il y a 10 ans de cela. C'est ça qui est en train d'être réalisé aujourd'hui. Parfois, quand tu parles avec certains militants du RHDP, les gens disent pourquoi Dieu a attendu aussi longtemps avant d'envoyer le président Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Non. C'est nous, on est pressés. Dieu n'est pas pressé. Parce que même si le président Ouattara était devenu président de la République de Côte d'Ivoire avant Henri Konan Bédié, avant Laurent Gbagbo, ce qu'on voit du président Ouattara aujourd'hui, là, on n'allait pas voir. Il y a des gens qui allaient continuer de nous dire, si Bédié était président, il allait faire mieux que lui. Il y a des gens qui allaient continuer de nous dire dans ce pays-là, si Gbagbo était président, il allait faire mieux que Ouattara. Mais aujourd'hui, nous sommes assis et puis on voit. Eux, ils ont devancé le président Ouattara. Quand tu leur poses la question aujourd'hui, pourquoi vous n'avez pas fait ce que Ouattara a fait? Tout ce qu'ils trouvent à dire, ils ne nous ont pas laissé gouverner. Aïe. Ils ne nous ont pas laissé gouverner. Attends. Il ne faut pas avoir comportement de xénophobe. Tu es allé marier ta femme. Tu l'as envoyée au village. Tu es resté en train de boire Tchapalo. Pendant qu'elle avait besoin de toi, tu dormais. Ton cousin qui est malhonnête comme toi, l'a enceinté. Tu dis non que c'est mon cousin qui m'a empêché. Non, il ne t'a pas empêché. C'est parce que tu as continué de dormir ronfler. C'est ça qui a fait que ton cousin malhonnête, ce nouveau là, il est venu prendre. Donc, vous êtes resté là pendant que les Ivoiriens avaient besoin d'unité. Pendant que les Ivoiriens avaient besoin de se mettre ensemble. Pendant que vous avez promis aux Ivoiriens que quand vous allez devenir président là, vous allez augmenter le salaire des Ivoiriens. Pendant que vous étiez en train de dire, quand vous étiez à l'opposition, vous avez fait toutes les belles promesses. Quand vous êtes arrivé pour autre chose, à savoir, Ouattara n'est pas Ivoirien. Ouattara n'est pas Ivoirien. Le Bakayoko de Séguéla n'est pas Ivoirien. Le Koulibaly de Korogo n'est pas Ivoirien. Le Sanogo du Bafing n'est pas Ivoirien. On n'a pas compris. Vous êtes concentrés sur ça. Les Ivoiriens vous ont dit, ce n'est pas ce qui nous intéresse.
Ouattara n'est pas ivoirien, Ouattara est comme ça. Ça, c'est pas nous notre problème. Faites ce que vous avez promis aux Ivoiriens. Madès la joie, mon fils, salut à toi depuis ta position. Vous n'avez pas fait ça. Mais c'est tout à fait normal qu'à un certain moment, les Ivoiriens se sont révoltés, ils vous ont chassé. Mais vous avez dit ici qu'on ne vous a pas laissé gouverner. Quand le RDR était à l'opposition, et qu'on demandait aux Ivoiriens de se lever pour marcher dans le pays, là, les gens se levaient pour marcher. Les gens se levaient pour marcher. Parce qu'en réalité, vous n'avez pas été un espoir pour les Ivoiriens. Aujourd'hui, vous-même, vous vous levez. Vous demandez à vos militants de marcher. Vous demandez à vos militants de gréver. Vous demandez à vos militants de ne pas aller au travail. Et puis vous dites, ça c'est pas nous notre problème. Nous on va aller au travail. Chers frères et sœurs, de vous à moi, la Côte d'Ivoire est l'un des pays en Afrique qui a participé à presque toutes les coupes d'Afrique dans le monde, en Afrique. Elle est l'un des premiers pays à ne jamais rater une CAN. Mais de vous à moi, c'est pas parce que la CAN est organisée aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donnez-moi le nom d'un autre pays en Afrique, ces dernières années, où la CAN a été organisée et puis il y a eu autant d'engouement autour d'une CAN, comme ce qui est en train de se passer cette année. Donnez-moi. Donnez-moi le nom d'un autre pays où il y a eu assez d'engouement autour de la CAN, comme ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Nos détracteurs ont utilisé tous les moyens. Ils ont même tenté de nous menacer. Ils ont même tenté de dire aux autres pays de ne pas aller parce que si vous partez, la CAN ne sera pas bien organisée. Mais chers frères et sœurs, qu'on le veuille ou pas, même ceux aujourd'hui qui veulent rentrer dans les polémiques, parce qu'ils sont allés prendre selon eux un joker quelque part, et qui veulent venir s'attaquer au président Ouattara. Nous, ça, ce n'est pas nous notre problème. Nous, notre problème là, c'est de dire ce que le président Ouattara est en train de faire dans le pays. Nous, on a un carnet de visites. Nous, militants du RHDP, on a un carnet de visites. Nous, militants du RHDP, nous, on a un carnet de visites. Notre carnet de visites, là, c'est ce que le président Ouattara a réalisé dans le pays. Mais tellement eux-mêmes, ils sont convaincus qu'ils n'ont pas de carnet de visite. Chers frères et sœurs, je vais vous poser une question. Dites-moi, Henri Konan Bédié est décédé aujourd'hui, on va dans près de 3 mois. Est-ce que toi-même, le militant du RHDP, est-ce que le militant du PDCI est capable aujourd'hui de t'expliquer pourquoi ce silence autour de la mort d'Henri Konan Bédié alors que son funérail n'a pas été encore organisé? Pourquoi ce silence-là autour du funérail d'Henri Konan Bédié alors qu'il n'a pas encore été enterré? Pourquoi l'argument aujourd'hui que le militant du PDCI dépose devant toi pour le choix de Thiam, c'est de nous dire que c'est le petit-fils comme on appelle Houphouët-Boigny. Comme si la Côte d'Ivoire appartenait à Houphouët-Boigny. Voilà pourquoi je le dis haut et fort, mon frère, si toi tu es du Bafing, si toi tu es du Woroba, si toi tu es du Tchologo, pour ne parler que de ceux-là, et puis il y a quelqu'un dans ce pays-là qui vient s'arrêter devant toi pour te dire que tu n'es pas ivoirien. Et puis toi,
tu tombes dans ce piège. Oui. C'est parce que toi-même, tu ne connais pas ta propre histoire. C'est parce que tu ne connais pas ta propre histoire. Parce que si quelqu'un te dit, toi le fils de Séguéla, que toi tu n'es pas ivoirien. Si quelqu'un te dit, toi le fils de Touba, que tu n'es pas ivoirien. Si toi, le petit Sénoufo, quelqu'un te dit en Côte d'Ivoire que tu n'es pas ivoirien, et puis tu n'arrives pas à parler, et puis tu fais chaud, tu te fâches, sans lui envoyer certaines preuves devant lui. Mais quand les gens sont là, et puis ils disent souvent, mais est-ce que si on vous a dit que vous n'étiez pas ivoirien là, est-ce que vous avez besoin de prendre les armes pour vous imposer? Ah oui. Ah, on n'a pas besoin de prendre les armes pour vous faire comprendre. Mais combien de fois on vous a fait comprendre? Parce que moi, par exemple, moi je suis un Sanogo du Côte d'Ivoire. Toi qui dis que tu connais l'histoire de la politique ivoirienne, il faut me dire, le premier adversaire politique d'Houphouët-Boigny dont tu parles, c'est qui? Le premier adversaire politique. Parce que souvent quand les gens parlent, ils veulent nous faire croire que le seul opposant que Houphouët-Boigny a eu là, c'est Laurent Gbagbo. C'est normal parce que tu es né après la honte. On vous pose la question de savoir quel est le premier adversaire politique d'Houphouët-Boigny et qui a été assassiné. Il s'appelle Sékou Sanogo. Il faut me dire. Sékou Sanogo, là, il était de Yamoussoukro. Il était de Daoukro. Sékou Sanogo, là, il était de Gagnoua. Sékou Sanogo, là, il était d'Abidjan. Sékou Sanogo, là, il venait de Gagnoua. Il venait de Mama. Il faut venir nous expliquer. Ça, c'était le côté de l'adversité politique. Mais les premiers collaborateurs d'Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, c'est qui? Quand les gens parlent aujourd'hui des cons en Côte d'Ivoire, tu as comme l'impression que c'est des gens qui sont venus de nulle part. Mais l'un des premiers collaborateurs, ceux qui ont aidé hier Houphouët-Boigny, voilà pourquoi je vous ai dit, chers frères et sœurs, nos parents ont prié hier pour que la vérité triomphe. La vérité a triomphé avec l'arrivée du président Ouattara au pouvoir. Mais Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de faire son travail. Mais tu ne t'es pas rendu compte. Dieu a tellement commencé son travail que même l'oiseau rare du PDCI qui sont allés chercher là, lui-même il est venu faire travail là pour nous donner. Parce que Thiam dit, il s'en va au nord. Nous on est sortis, on a parlé. Thiam dit que Houphouët-Boigny a été député de Korogo. Ah. Houphouët-Boigny a été député de Korogo. On va leur poser la question de savoir, Houphouët-Boigny a été député de Korogo en quelle année? Alors qu'en 90, là, vous avez traité ces personnes-là de Korogo. Vous avez traité les habitants de Korogo, d'étrangers en Côte d'Ivoire. Vous avez dit que les Koulibaly de Korogo ne sont pas ivoiriens. Vous avez dit hier que les Ouattara de Korogo ne sont pas ivoiriens. Mais aujourd'hui, vous-même vous sortez pour venir nous dire que Houphouët-Boigny a été député de Korogo. Ça veut dire que Dieu est en train de faire son travail. Maintenant, nous, on ne se presse pas pour parler. Mais Dieu est en train de faire son travail. Ceux qui ont commis les crimes hier, c'est eux-mêmes qui vont venir sortir de leur bouche. Voilà pourquoi je dis, on ne peut pas nous marmailler en 2023. Le PDCI ne peut pas nous marmailler en 2023. Le premier chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire, c'est qui? Le premier chef d'état-major de l'armée, c'est qui? Allons-y vérifier. Venez nous dire
qu'il était de Yamoussoukro. Venez me dire qu'il était de Daoukro. Venez me dire qu'il était de Gagnoua. Venez me dire aux Ivoiritais, là, si le premier chef d'état-major là était de chez vous, venez nous dire ça. Donc, vous ne pouvez pas venir vous transformer. Vous ne pouvez pas venir falsifier votre histoire. Vous ne pouvez pas nous laisser vivants et changer l'histoire. Non. Vous ne pouvez pas changer l'histoire comme ça. Mon grand frère Mara Bakayoko de Paris, salut à toi, merci beaucoup. Amadou Kiki, salut à toi. Vous ne pouvez pas venir falsifier l'histoire devant nous pendant que nous sommes vivants. Peut-être que vous, vos arrière-grands-parents, vos grands-parents, vos pères ne vous ont pas expliqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais nous là, nos papas nous ont expliqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nos parents nous ont dit que le premier adversaire politique de Laurent, de comment on appelle Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire là, c'était un Sékou Sanogo. Venez nous dire si c'est faux. Mais ce que je vais vous dire, et que vous ne savez pas. Vous savez ce que nous, les gens du Nord, on a vécu en Côte d'Ivoire. C'est quelque chose qui a été préparé. Hein. C'est quelque chose qui a été préparé depuis le début de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on nous a parlé dans nos livres d'histoire que nous on étudiait à l'école primaire. Là. On nous expliquait certaines choses. Mais est-ce que dans vos livres d'histoire là, est-ce qu'on nous a parlé dans nos livres d'histoire que nous on a étudié à l'école primaire là? Mes grands frères, vous les dévanciers, est-ce que vous avez étudié un livre de l'histoire, un livre d'histoire à l'école primaire, où on vous a parlé de l'histoire de Sékou Sanogo en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez étudié un livre d'histoire à l'école primaire, où on vous a parlé de l'histoire de l'arrière-grand-père de Gon, des Gon en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez étudié des livres d'histoire où on vous a parlé de l'histoire des Ouattara de Côte d'Ivoire? Où on vous a parlé de l'histoire des Sanogo de Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez étudié des livres d'histoire à l'école où on vous a parlé des choses? On ne vous a pas parlé de ça. Même quand on partait à l'école primaire et qu'on expliquait l'histoire, quand on devait nous parler des Kourous en Côte d'Ivoire, quand on devait nous parler des autres trucs, les maîtres prenaient assez de temps pour nous expliquer. Mais quand on arrivait sur les Mandingues, où on devait rentrer dans l'histoire du Nord pour nous expliquer, on nous donnait que des détails brefs. Et puis on passait dessus. Parce que on voulait travailler notre cerveau pour ne pas qu'on sache notre vraie histoire. On voulait faire en sorte qu'on ne sache pas notre vraie histoire. Tout avait été combiné, tout avait été préparé. Tôt ou tard, ce problème-là, ça allait rebondir un jour en Côte d'Ivoire. Tôt ou tard, ce problème-là, d'identité en Côte d'Ivoire, ça allait rebondir. Parce que tout avait été préparé pour ne pas que nous sachions ce que nos parents ont donné à la lutte en Côte d'Ivoire. Quand on nous parle de la création du PDCI, du parti d'Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, on saute tout le monde dedans. Mais on ne vous parle jamais de Sékou Sanogo. On ne vous parle jamais du patriarche des Gon en Côte d'Ivoire. On ne vous dit jamais ça. Mais on dépose tout ça à côté. Parce qu'on s'est dit que si on fait en sorte que ceux-là sont au courant de ça, ce n'est pas bon. On a voulu toujours falsifier notre histoire. On a voulu toujours nous cacher notre histoire. On a voulu toujours piétiner notre existence.
Hein? On a voulu toujours nous piétiner. Donc, quand vous voyez aujourd'hui des gens du PDCI venir nous dire ces petits-fils du feu Boigny, ils nous parlent comme si la Côte d'Ivoire appartenait à Oufé Boigny. La Côte d'Ivoire n'appartenait pas à Oufé Boigny. La Côte d'Ivoire n'appartenait pas à Oufé Boigny. La Côte d'Ivoire n'est pas une propriété privée des Baoulés. Il faudrait que ce soit clair. Il faudrait que ce soit clair. Ce que nous avons vécu là, ça c'est un autre cas. Mes chers frères et sœurs, je vous le dis haut et fort, nous n'allons plus accepter ça. Parce que tout ce que nous avons demandé dans ce pays-là, c'est le respect de notre droit. Le respect de notre dignité. C'est tout ce qu'on a demandé. Tout ce qu'on a demandé dans ce pays-là, qui était crime hier, c'est parce qu'on a demandé notre dignité. C'est parce qu'on a demandé notre dignité. Et nous, on sait pourquoi en réalité vous n'aimez pas le président Ouattara. Parce que selon vous, c'est pas lui. C'est pas l'histoire du président Ouattara qui a commencé notre combat de notre dignité. C'est pas lui qui a commencé le combat de notre dignité. Et vous avez voulu transformer ce combat-là en une histoire de rébellion. Nous ne sommes pas levés pour aller au Mali, pour aller demander nos droits, parce qu'on sait qu'on n'est pas malien. On n'est pas allé en Guinée pour aller demander nos droits, parce qu'on sait qu'on n'est pas guinéen. On n'est pas allé au Ghana pour aller demander nos droits, parce qu'on sait qu'on n'est pas ghanéen. On n'est pas allé au Burkina. On n'est pas allé au Nigeria. On n'est pas allé au Niger. C'est parce que nous avions toutes les preuves que nos parents, nos arrière-grands-parents ont contribué à la création de ce pays-là. Ont contribué à la création de ce pays-là, au développement de ce pays-là. Donc, que ce soit clair dans la tête de tout un chacun. Aujourd'hui, tout va bien. Donc, moi, je le dis haut et fort. La méfiance, là, on a ça. Allez-y demander, ceux qui parlent, allez-y demander, comme Oufé Boigny n'est pas baoulé de Korogo, là, posez la question, comment Oufé Boigny est devenu député de Korogo? Il a fallu que hier, certains de nos arrière-grands-parents, de nos ancêtres se lèvent à Korogo pour demander au Sénoufo de voter Oufé Boigny pour qu'il soit député de Korogo. Mais posez-vous la question. Comment se fait-il que l'histoire des députés de Côte d'Ivoire, du président Félix Houphouët-Boigny commence à Korogo? Est-ce qu'à cette période-là, Houphouët-Boigny pouvait se présenter député de Gagnoua? Qui connaissait Gagnoua? Est-ce qu'à cette période, Daoukro était connu? Est-ce qu'à cette période, Thiebissou était connu? Venez nous expliquer. Venez nous expliquer. C'est parce qu'à cette période-là, Korogo avait atteint un certain statut et que Houphouët-Boigny savait qu'avec l'identité de député de Korogo, il pouvait atteindre ses objectifs politiques. Voilà pourquoi il a fait.
Il ne l'a pas fait parce que son souci c'était de développer Korogo, non. Parce que si son souci était de développer Korogo, au niveau du développement en Côte d'Ivoire, Korogo serait au même niveau que Yamoussoukro. Korogo serait au même niveau que Yamoussoukro. Nous étions encore jeunes. Quand on voyageait pour aller à Djiglo, à Man, à Danané, Yamoussoukro n'était pas le seul point où on devait passer. On pouvait passer par Tia Salé d'Ivo pour partir. Mais Gagnowa pouvait devenir ce que Yamoussoukro aussi représentait, un grand carrefour. Mais tout avait été préparé. Tout avait été préparé en faisant en sorte que l'autoroute nous amène à Yamoussoukro. Donc, qu'on le veuille ou pas, on devait participer au développement de Yamoussoukro. Tôt ou tard, on devait participer au développement. Mais pourquoi, quand le PDCI nous fait Boigny était au pouvoir, pourquoi le développement qui a été apporté pour que nous soyons condamnés à passer par Yamoussoukro, ce même développement-là n'a pas été apporté du côté de Tia Salé et de Divo? Est-ce que Gagnowa ne pouvait pas devenir ce que Yamoussoukro représentait? On ne pouvait pas aussi envoyer une autoroute là-bas pour ne pas que les gens soient condamnés à passer par Yamoussoukro. Parce qu'en réalité, ceux qui partaient à Djiglo, ceux qui partaient à Man, en passant par Yamoussoukro, la distance était plus longue qu'en passant par Divo. Mais pourquoi les gens passaient pas là-bas? Les gens ne passaient pas là-bas parce que les routes n'étaient pas bonnes. Ça veut dire que tout a été préparé. Salam alaikum à toi, mon très cher grand frère Yacouba Chérif, salut à toi. Adama Sanogo, salut à toi. Maïmouna Traoré, salut à toi. Hein? Ça veut dire que tout avait été préparé. Nous étions condamnés. On ne prenait pas, on ne nous chicotait pas pour dire de passer par Yamoussoukro. Mais on te mettait des faits clairs devant toi, de sorte que tu n'aies pas, toi, à faire le choix entre emprunter la voie de Yamoussoukro et la voie de Tia Salé. C'est ça qui est une réalité. À cette époque-là, quand nous étions petits, quand nous rentrions dans la région de Yamoussoukro, dans la commune de Yamoussoukro, pendant que d'autres villes de la Côte d'Ivoire pleuraient pour l'électricité, pour avoir de l'électricité, à Yamoussoukro, même dans la brousse, il y avait la lumière. Même dans les brousses à Yamoussoukro, les terrains de Yamoussoukro qui ont été exploités en 2023, ça veut dire qu'en 90 là, personne ne rentrait là-bas. Personne ne rentrait là-bas. Mais il y avait lumière partout. Oui. Donc moi aujourd'hui, moi, quand je rentrais dans ma région, dans le Bafing, j'avais des difficultés à marcher parce qu'il n'y avait pas de route. Si moi aujourd'hui, je peux rentrer chez moi aujourd'hui, dans le Bafing, et puis je vois aujourd'hui qu'ils sont en train de faire les bitumes grâce au président Ouattara, mais de vous en moi, de vous en moi, qu'est-ce que vous voulez que moi je vienne reprocher au président Ouattara? Autre que lui dire merci. Autre que demander à mes parents du Bafing de prier pour lui. C'est pas ce que je dois faire. Et cela vous fait mal. Non, ça va continuer de vous faire mal. Ça va continuer de vous faire mal. Ça va continuer de vous faire mal. Parce qu'en réalité, c'est ce que vous n'avez jamais voulu qu'on soit dans ce pays-là. Vous n'avez jamais voulu qu'on soit des personnes dignes de parler de leur région. Vous avez voulu que nous travaillions pour parler d'autres régions. C'est de ça qu'il s'agit. Merci à toi, ma très chère grande soeur Chanel K.
depuis ta position. C'est ce que vous avez voulu qu'on soit hier. Mais seulement que vous avez oublié. Ce que vous avez oublié, que nous ne sommes pas idiots. Ce que vous avez oublié, c'est que nous connaissons notre histoire. Mais vous, par contre, vous ne connaissez pas votre histoire. Chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Je souhaite à chacun d'entre vous mes meilleurs vœux de 2024. Que Dieu vous éloigne de tout malheur dont vous avez été victime en 2023. Santé, longévité, prospérité. Merci encore pour votre soutien en 2023. Nous avons mené assez de combats ensemble en 2023. Et nous avons pu obtenir des résultats importants. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan personnel. Je vous demande de continuer dans cette lignée-là en 2024. Parce que c'est important pour nous. Parce que nos adversaires d'en face attendent juste qu'on laisse la corde. Et dès que nous allons laisser la corde, ils vont nous tirer. Donc nous devons toujours continuer de tirer la corde, de tenir la corde dans notre main, parce que ça ne doit pas nous échapper. Parce qu'ils attendent que ça nous échappe. Afin qu'ils disent que le match retour existe. Non. Le match retour, pour eux, n'est pas pour dire ils ont trop fait dans le pays. Ils ont trop développé dans le pays. Essayons de venir faire un peu plus que eux. Ce n'est pas ça, eux, leur problème. Donc, chers frères et sœurs, je vous remercie. Tchang Lodozo, salut à toi depuis ta position. J'espère que vous allez bien. Mades Aoussou, depuis le grain de Yamsoukro, salut à toi. Salut à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir, bonsoir à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Je vais devoir vous laisser. Merci encore, merci, 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 merci. Et je vous demande de partager massivement le direct. Merci beaucoup. Et bonne soirée à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu veille sur vos familles respectives. Merci.